Personne ne vous a appris comment apprendre. On vous a appris quoi apprendre. Il y a une différence massive entre ces deux choses et cette différence est la raison pour laquelle la plupart des gens passent des années à essayer de devenir bon dans quelque chose qu'une autre personne a maîtrisé en quelques mois. Josh Waitzkin sait cela mieux que presque n'importe qui d'autre en vie. Il est devenu un prodige des échecs, remportant plusieurs championnats nationaux d'échecs enfants, puis a complètement abandonné les échecs et est devenu champion du monde de push en de tir, une discipline entièrement différente nécessitant des compétences complètement différentes. Et la question que tout le monde lui posait était la même. Comment? Comment une personne peut-elle devenir de classe mondiale dans un domaine, puis recommencer dans quelque chose d'entièrement différent et atteindre ce même niveau en une fraction du temps qu'il faut à la plupart des gens pour devenir simplement compétent? Sa réponse, développée dans son livre L'art de l'apprentissage, n'est pas ce que la plupart des gens attendent. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question d'accumuler plus d'heures que tout le monde. Ce n'est pas un don génétique qui ferait que l'information reste mieux ou que les schémas émergent plus vite. Il s'agit de comprendre quelque chose que ni les échecs, ni le TSH, ni aucune autre discipline ne lui ont jamais explicitement enseigné. Comment vraiment apprendre? Par quoi apprendre? Comment? Parce que l'école vous a donné des matières. Elle vous a donné des manuels et des délais et la pression d'examen qui mesuraient la mémorisation plutôt que la véritable compréhension. Elle vous a donné l'expérience d'être noté sur votre capacité à retenir des informations assez longtemps pour les reproduire, puis à les lâcher pour faire de la place à la prochaine série. Mais elle ne vous a jamais donné la compétence réelle de l'apprentissage lui-même. La capacité à prendre quelque chose de complètement nouveau, à le décomposer, à l'absorber, à l'appliquer et à véritablement se l'approprier en une fraction du temps que la plupart des gens croient nécessaire. Cette compétence existe. Elle s'apprend. Et les gens qui la possèdent ne sont pas plus intelligents que vous. Ils n'ont pas plus d'heures dans leur journée. Ils ne fonctionnent pas à un niveau différent d'intelligence, de motivation ou de capacité naturelle. Ils comprennent simplement quelque chose sur la façon dont le cerveau humain acquiert réellement de nouvelles capacités que la plupart des gens n'ont jamais été enseignés et n'ont jamais cherché à trouver, parce que le système éducatif n'a pas été conçu pour produire des apprenants rapides. Il a été conçu pour produire des élèves capables de recevoir et de reproduire des informations à la demande. Et ce sont des choses complètement différentes. Être enseigné est passif. Apprendre est actif. Être enseigné, c'est recevoir. Apprendre, c'est construire. Et la construction d'une capacité véritable et durable dans n'importe quel domaine se produit à travers un ensemble spécifique de principes que les apprenants les plus rapides du monde comprennent et appliquent, et que la plupart des gens n'ont jamais rencontrés, sous aucune forme organisée. Jusqu'à maintenant, 7 principes, chacun soutenu par ce que nous comprenons de la façon dont le cerveau construit réellement de nouveaux chemins neuronaux et de véritables compétences durables. Chacun est immédiatement applicable à tout ce que vous essayez actuellement d'apprendre ou à tout ce que vous voulez commencer à apprendre. Et ensemble, ils représentent une relation complètement différente avec l'apprentissage qui changera la vitesse à laquelle vous acquérez de nouvelles capacités pour le reste de votre vie. Avant de commencer, tapez ceci dans les commentaires et pensez-le. J'apprends vite. J'applique encore plus vite. 1. Arrêtez de consommer. Commencez à construire. Le cerveau apprend par la pratique, non par l'observation. Josh Waitzkin décrit dans l'art de l'apprentissage un concept qu'il appelle « réduire les cercles ». L'idée est que la véritable maîtrise ne vient pas d'apprendre plus de choses, mais d'aller plus profondément dans moins de choses. De prendre les mouvements fondamentaux et les principes d'une compétence et d'y investir si complètement, de les pratiquer si minutieusement au niveau micro, qui deviennent automatiques et profondément ancrés plutôt qu'exécutés consciemment. Et la seule façon de réduire ces cercles, d'aller aussi profondément dans les fondamentaux, est à travers la pratique réelle. Pas en regardant quelqu'un d'autre le faire. Pas en lisant sur la façon de le faire. À travers l'expérience spécifique et irremplaçable de l'essayer soi-même et de rencontrer la friction spécifique de ses propres limitations actuelles. La plupart des gens font cela exactement à l'envers. Ils consomment beaucoup plus qu'ils ne construisent. Ils regardent plus de tutoriels qu'ils n'essaient. Ils lisent davantage sur la compétence qu'ils ne la pratiquent. Ils accumulent plus d'informations sur la façon de faire la chose que d'essais réels de la faire. Et ils se demandent pourquoi le fait de regarder et de lire ne produit pas la capacité que seule la pratique peut produire. Le cerveau ne construit pas de nouveaux chemins en recevant des informations sur quelque chose. Il construit de nouveaux chemins en essayant quelque chose. En s'engageant avec le matériel non comme un récepteur passif mais comme un constructeur actif de compréhension à travers une expérience directe de la tâche réelle. Ce n'est pas un concept de motivation. C'est une réalité neurologique. Quand vous regardez quelqu'un d'autre exécuter une compétence, certains neurones s'activent par observation.
Quand vous essayez la compétence vous-même, un réseau complètement différent et beaucoup plus étendu de neurones s'active dans un engagement réel. Et les chemins neuronaux construits à travers un engagement réel sont ceux qui produisent une véritable capacité. Ceux construits par l'observation produisent le sentiment de compréhension, ce qui n'est pas la même chose. Le sentiment de compréhension est la raison pour laquelle la plupart des gens pensent apprendre quand ils consomment en réalité. Vous l'avez vécu vous-même. La vidéo qui expliquait quelque chose si clairement que vous pensiez avoir tout compris, et puis au moment où vous avez essayé de le faire vous-même, la compréhension s'est évaporée et vous n'aviez plus que le souvenir de quelqu'un d'autre le faisant bien. Parce que le sentiment de compréhension et la capacité réelle à faire quelque chose sont construits à travers des processus complètement différents. Le sentiment vient de la consommation de contenu bien expliqué. La capacité vient de l'essai de la chose et de la rencontre de la friction spécifique de vos propres limitations actuelles. Cette friction n'est pas un échec. Cette friction, c'est l'apprentissage. Wetskine décrit son propre processus d'apprentissage comme un investissement constant dans les fondamentaux à travers la pratique réelle plutôt qu'à travers la compréhension intellectuelle des fondamentaux. Il écrit avoir passé des heures sur des positions d'échec uniques, non pas pour les comprendre conceptuellement, mais pour les ressentir intuitivement à travers un engagement direct et soutenu avec le matériel. La différence entre la compréhension intellectuelle et l'incarnation intuitive est entièrement construite par la pratique. Et la personne qui comprend cela modifie dramatiquement le ratio de son temps. Moins de visionnage, plus d'essais. Moins de consommation, plus de construction. Moins de préparation à la pratique, plus de pratique. Le grand philosophe stoïcien Sénèque a compris ce principe 2000 ans avant que quiconque ne mesure des chemins neuronaux. Il a écrit « Pendant que nous ajournons, la vie passe. Non pas pendant que nous regardons, pendant que nous ajournons la pratique réelle. Quoi que vous essayez actuellement d'apprendre, réduisez dès maintenant le ratio consommation-pratique. Si vous avez passé 8 heures à regarder des tutoriels et 2 heures à pratiquer, inversez. 2 heures d'apport, 8 heures d'essais réels. Les essais sembleront plus désordonnés et plus frustrants que le visionnage. C'est exactement le but. Le désordre, c'est l'apprentissage. La friction, c'est le cerveau qui construit les chemins que le visionnage propre et confortable n'aurait jamais pu créer. Si vous êtes prêt à arrêter de consommer et à commencer à construire, tapez ceci ci-dessous. Je fais, j'apprends, je progresse. 2. La règle 80/20 de la compétence. Trouvez les 20% qui produisent 80% des résultats. Toutes les parties d'une compétence ne sont pas également importantes. C'est l'une des vérités les plus constamment sous-estimées sur l'apprentissage, et c'est la raison pour laquelle 2 personnes peuvent passer le même temps sur le même sujet et se retrouver à des niveaux de capacité complètement différents. L'une a appris tout le programme, l'autre a appris les bonnes choses en premier. Chaque compétence, aussi complexe et intimidante qu'elle paraisse de l'extérieur, possède un petit ensemble de composants fondamentaux qui produisent la majorité des résultats. Les techniques fondamentales sur lesquelles tout le reste est construit. Le vocabulaire de base qui déverrouille le reste du sujet une fois qu'il est véritablement maîtrisé. Les mouvements de base qui, maîtrisés tôt et en profondeur, rendent chaque mouvement avancé accessible plutôt que mystérieux. Les principes fondamentaux qui, une fois compris à un vrai niveau plutôt qu'en surface, font que la majorité de la complexité au-dessus d'eux commence à se résoudre naturellement. C'est les 20%. Et la personne qui les identifie et les maîtrise avant de passer à autre chose opère avec un avantage significatif sur celle qui commence au début du programme et travaille tout dans l'ordre présenté par quelqu'un dont l'objectif était l'exhaustivité plutôt que la vitesse. Parce que le programme a été conçu pour l'exhaustivité, pas pour l'acquisition rapide de compétences. Les manuels et les cours couvrent tout parce qu'ils ne savent pas quelle partie vous importeront le plus spécifiquement. Ils sont écrits pour le public le plus large possible, ce qui signifie qu'ils sont optimisés pour personne en particulier. Mais votre apprentissage n'a pas besoin d'être général. Il peut être ciblé précisément sur les composantes fondamentales qui vous donneront le plus de capacités fonctionnelles dans le moins de temps de pratique réelle. La façon de trouver les 20% est trompeusement simple. Trouvez quelqu'un qui est déjà véritablement compétent dans ce que vous essayez d'apprendre et posez cette question précise. Si vous deviez recommencer depuis le début en sachant tout ce que vous savez maintenant, sur quoi vous concentrez-vous en premier et pourquoi? La réponse à cette question révèle presque toujours les 20%. La chose que chaque praticien expérimenté aurait voulu comprendre plus tôt. La composante qui, une fois véritablement maîtrisée, fait que tout le reste s'emboîte plutôt que de rester des pièces d'information isolées. Maîtrisez cela en premier, en profondeur et complètement avant de passer à autre chose. Laissez-le vous donner la capacité fonctionnelle qui rend le reste de l'apprentissage plus efficace, plutôt que d'essayer tout apprendre simultanément et de progresser de façon frustrantement lente sur l'ensemble de la compétence.
Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou ce que je fais n'est pas juste, je changerai volontiers. » La volonté de changer votre approche d'apprentissage quand une meilleure est disponible est elle-même l'une des compétences d'apprentissage les plus importantes qu'une personne puisse développer. Et l'approche consistant à identifier et maîtriser en profondeur les 20% en premier est systématiquement plus efficace que l'approche de tout parcourir dans l'ordre dans lequel quelqu'un d'autre a décidé que cela devait être enseigné. 3. La lutte n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que vous apprenez. Josh Waitzkin écrit dans l'art de l'apprentissage sur ce qu'il appelle « vivre dans la zone d'inconfort ». Non pas la zone de confort, où tout est facile et familier et où le cerveau n'est pas invité à construire quoi que ce soit de nouveau. Et non pas la zone de panique, où le défi est tellement au-delà de la capacité actuelle que rien de productif ne peut se passer. La zone d'inconfort. L'espace précis juste au-delà de ce que vous pouvez actuellement faire avec aisance, où le défi est réel et l'effort requis est réel et inconfortable, et où le résultat de chaque tentative est véritablement incertain. Cet espace, aussi inconfortable qu'il soit habité de façon constante, est là où tout apprentissage significatif se produit réellement. Et la plupart des gens n'y passent presque pas de temps. Parce que la plupart des gens arrêtent d'apprendre exactement au moment où l'apprentissage est le plus productif. Le moment où le matériel cesse de faire immédiatement sens et nécessite un véritable effort mental pour être pénétré. Le moment où la pratique produit de la frustration plutôt que des progrès fluides et satisfaisants. Le moment où la véritable lutte arrive et où le cerveau signale que c'est difficile. Ils s'arrêtent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas continuer, mais parce qu'ils ont été conditionnés par des années d'école et de notation et d'évaluation des performances à interpréter la difficulté comme un signal que quelque chose ne va pas, qu'ils ne sont pas assez intelligents pour cette chose particulière, qu'ils l'abordent incorrectement et ont besoin de trouver une explication plus claire avant de continuer, que la lutte est la preuve d'une inadéquation plutôt que la preuve d'un véritable engagement avec quelque chose qui mérite d'être appris. Mais la difficulté n'est pas un signal que quelque chose ne va pas. C'est le signal le plus fiable disponible que quelque chose va bien. Que le cerveau opère à la limite de sa capacité actuelle. Que le défi est réel et que la croissance qu'il produit sera donc également réelle, plutôt que la familiarité superficielle que produit le matériel facile. Waitzkin décrit sa propre expérience de cela dans le monde des échecs, où il a remarqué que ses plus grandes améliorations venaient non pas des parties qu'il remportait confortablement, mais des positions qui étaient véritablement et parfois douloureusement difficiles. Celles qui nécessitaient un effort mental prolongé et inconfortable pour être pénétrées. Celles où il ne voyait pas immédiatement la réponse et devait lutter avec le matériel bien plus longtemps que ce qui semblait confortable ou productif. Ces positions construisaient quelque chose que les parties faciles et les séances de pratique confortables ne pouvaient jamais produire. Une véritable profondeur de compréhension intuitive plutôt que la reconnaissance superficielle des schémas que produit une pratique confortable. Les chercheurs qui étudient comment l'apprentissage fonctionne réellement appellent cela la difficulté souhaitable. Les défis qui semblent significativement plus difficiles sur le moment mais qui produisent une rétention à long terme et une capacité réelle dramatiquement meilleure par rapport aux approches plus faciles qui semblent plus confortables à court terme mais produisent un apprentissage moins durable et moins utilisable au fil du temps. Le chemin plus difficile à travers le matériel est presque toujours le chemin est le plus efficace. Non pas plus efficace en termes de ressenti pendant que vous le parcourez, plus efficace en termes de capacité réelle construite par heure d'engagement réel. La personne qui embrasse la lutte, qui se positionne délibérément dans la zone d'inconfort et Y plutôt que de reculer vers un terrain familier, construit de véritables chemins neuronaux à travers la résistance que le chemin confortable ne rencontre jamais. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous Y réagissez qui compte. » Et la réaction à la lutte de l'apprentissage est l'un des choix les plus conséquents disponibles à une personne essayant de développer une véritable compétence. Interpréter la lutte comme un échec et reculer vers le confort, ou l'interpréter comme le signal le plus fiable que l'apprentissage fonctionne et s'y engager délibérément. La première réaction produit des apprenants lents qui plafonnent tôt. La seconde produit des apprenants rapides qui continuent à s'améliorer longtemps après que les autres se sont arrêtés. Si vous êtes prêt à embrasser la lutte comme le véritable mécanisme de croissance, affirmez ceci ci-dessous. La lutte signifie que je grandis. 4. La répétition espacée. Le cerveau oublie selon un calendrier prévisible et vous pouvez utiliser ce calendrier pour apprendre de façon permanente. Voici quelque chose que le système éducatif ne vous a jamais appris sur le fonctionnement réel de votre propre mémoire. Vous oubliez les choses selon un calendrier complètement prévisible, non pas aléatoirement, non pas en fonction de l'importance de l'information ou de votre désir de vous en souvenir. Selon une courbe qui est bien comprise depuis plus d'un siècle et que la plupart des apprenants combattent directement, plutôt que d'exploiter.
La courbe de l'oubli montre qu'après avoir appris quelque chose de nouveau, vous en oubliez environ la moitié dans la première journée si vous ne le révisez pas, puis davantage au cours des jours suivants, jusqu'à ce que la majorité de ce que vous avez appris se soit estompé dans l'inaccessibilité. Ce n'est pas un défaut de votre mémoire. C'est une caractéristique d'un système conçu pour conserver uniquement ce qui doit être régulièrement accédé. Le cerveau ne maintient pas les informations qu'on ne lui demande jamais de récupérer. Il libère progressivement les informations qui ne sont pas renforcées parce que maintenir des informations inutilisées a un coût métabolique réel. Et la façon de signaler au cerveau qu'une information spécifique mérite d'être maintenue est de la récupérer à nouveau avant qu'elle ne disparaisse complètement. De Y accéder au intervalle spécifique qui communique au cerveau que cette information est utilisée régulièrement et mérite donc d'être gardée facilement accessible. C'est la répétition espacée. Et c'est l'un des principes d'apprentissage les plus puissants disponibles parce qu'il fonctionne directement avec le calendrier naturel d'oubli et de consolidation du cerveau plutôt que contre lui. La façon dont la plupart des gens étudient fonctionne dans la direction opposée. Ils concentrent leur révision en une seule session intensive. Ils lisent le chapitre, puis le relisent, puis le lisent une troisième fois, le tout en une seule séance, et ensuite passent à autre chose et n'y reviennent jamais jusqu'à ce qu'un examen les Y oblige. Cette approche produit un sentiment initial fort de familiarité qui s'estompe remarquablement vite, parce que le cerveau a reçu un signal fort et concentré plutôt que plusieurs signaux espacés qui communiquent un besoin continu de l'information. L'approche plus efficace consiste à réviser le matériel à des intervalles délibérément croissants, une fois peu après l'apprentissage initial, pendant qu'il est encore frais, à nouveau un jour plus tard, quand un peu d'oubli se produit, à nouveau 3 jours après cela, quand l'estompage a continué, à nouveau une semaine après cela. Chaque révision programmée à la fenêtre où un certain oubli se produit mais où l'oubli complet n'est pas encore arrivé. Ce timing spécifique est ce qui rend la répétition espacée si puissante. Réviser avant qu'un quelconque oubli ne se produise est moins efficace parce que vous ne pratiquez pas vraiment la récupération réelle de la mémoire. Vous reconnaissez simplement des informations qui sont encore pleinement disponibles. Réviser après que l'oubli complet se produit signifie recommencer depuis zéro comme si le matériel n'avait jamais été appris. La fenêtre entre l'oubli partiel et l'oubli complet, là où l'effort de récupération produit le signal le plus fort au cerveau que cette information mérite d'être conservée. Et utiliser cette fenêtre de façon constante change non seulement la quantité que vous retenez, mais la profondeur à laquelle l'information est encodée et la facilité avec laquelle elle est accessible quand vous en avez réellement besoin. Marc Aurèle revenait au même principe dans son journal privé chaque matin de sa vie adulte. Non pas parce qu'il les avait oubliés, mais parce qu'il comprenait que les idées et les valeurs par lesquelles il valait la peine de vivre doivent être régulièrement récupérées et renouvelées plutôt que rencontrées une fois et supposées être absorbées et disponibles de façon permanente. Il pratiquait la répétition espacée sur les principes de son propre caractère. Le même principe s'applique à toute compétence ou connaissance que vous essayez de vraiment posséder plutôt que de retenir temporairement. 5. Enseignez ce que vous apprenez. La meilleure façon de vraiment comprendre quelque chose est d'être obligé de l'expliquer. Il existe un test qui révèle immédiatement et impitoyablement la différence entre croire qu'on comprend quelque chose et le comprendre réellement. Essayez de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Non pas en utilisant le vocabulaire technique du domaine qui vous permet de sembler comprendre sans avoir à le démontrer. Non pas en vous appuyant sur le jargon et la terminologie et le langage spécialisé qui fonctionnent comme raccourcis entre des personnes déjà familières avec le sujet. En langage clair, à partir des premiers principes, d'une façon qu'un débutant complet sans aucune expérience dans le sujet pourrait véritablement suivre et comprendre. Si vous pouvez faire cela, vous comprenez. Si vous ne pouvez pas, ce que vous avez réellement, c'est une familiarité avec le langage du sujet plutôt qu'une véritable compréhension du sujet lui-même. Et la familiarité avec le langage n'est pas la même chose que la compréhension. C'est l'un des imposteurs les plus convaincants disponibles parce que le langage d'un domaine ressemble à de la compréhension de l'intérieur, même quand la véritable saisie conceptuelle est superficielle ou absente. Cette distinction importe énormément pour la vitesse d'apprentissage parce qu'elle révèle où se trouvent les véritables lacunes avec une précision qu'aucune relecture du matériel ne peut égaler. La plupart des gens parcourent le matériel en accumulant une familiarité avec les concepts sans jamais tester si leur compréhension est véritable. Ils reconnaissent les termes quand ils les rencontrent à nouveau. Ils peuvent suivre une explication quand quelqu'un d'autre la donne. Ils se sentent comme s'ils comprenaient parce que les concepts semblent familiers et que le langage semble confortable. Mais se sentir familier et véritablement comprendre sont construits à travers des processus complètement différents et produisent des capacités complètement différentes. L'écart entre eux ne devient visible que quand vous essayez d'expliquer, quand vous tentez de générer la compréhension plutôt que de la reconnaître.
de produire l'explication à partir de votre propre véritable saisie plutôt que de la recevoir de quelqu'un d'autre. Cette tentative de génération révèle chaque lacune de la compréhension immédiatement et avec une spécificité complète. L'endroit où l'explication s'effondre, où le langage s'épuise et où les concepts cessent de se connecter, est l'endroit précis où la véritable compréhension finit et où la familiarité superficielle commence. Et cet emplacement spécifique de l'effondrement est l'information d'apprentissage la plus précieuse que vous puissiez recevoir, parce qu'il vous dit exactement où plus de travail est nécessaire. Pas un sentiment général que vous devriez probablement étudier davantage. Le point précis où la véritable compréhension est insuffisante et doit être reconstruite sur une base plus solide. La pratique est simple. Après avoir appris quelque chose de nouveau, fermez le livre ou arrêtez la vidéo et expliquez ce que vous venez d'apprendre à voix haute ou par écrit comme si vous l'enseignez à quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le sujet. Là où l'explication coule clairement et complètement, la compréhension est réelle et fiable. Là où elle trébuche, où les mots s'épuisent, où les concepts ne parviennent pas à se connecter, la compréhension a besoin de travail. Revenez au matériel spécifiquement au point du trébuchement. Travaillez avec lui jusqu'à ce que l'explication coule à nouveau, puis expliquez à nouveau pour tester si la lacune a été véritablement comblée ou seulement recouverte d'une plus grande familiarité superficielle. Sénèque a écrit « Docendo dissimus ». En enseignant, nous apprenons. Le sément n'est pas la récompense que vous récoltez après avoir fini d'apprendre. C'est l'un des mécanismes principaux par lesquels l'apprentissage véritable se produit réellement. 6. Le retour d'information est le carburant de l'apprentissage rapide. Sans lui, vous perfectionnez vos erreurs. Josh Waitzkin décrit dans l'art de l'apprentissage ce qu'il appelle l'investissement dans la perte. La volonté de se placer délibérément dans des situations où vous perdrez, où vous serez visiblement surpassé par quelqu'un de plus compétent, où vos limitations actuelles seront pleinement exposées plutôt que soigneusement dissimulées derrière la confidentialité de la pratique en solo. Spécifiquement parce que ce sont les situations où l'apprentissage le plus rapide et le plus honnête se produit. C'est l'un des aspects psychologiquement les plus exigeants d'un apprentissage véritablement rapide. Et c'est l'un des plus constamment évités. Parce que chercher un retour tôt, avant de se sentir suffisamment compétent pour ne pas être gêné par ce que le retour pourrait révéler, nécessite la volonté d'être vu à son pire. La volonté de montrer à quelqu'un qui en sait plus que vous ce que vous faites actuellement et de recevoir leur révélation nette est potentiellement inconfortable. La plupart des gens se protègent de cela en pratiquant en privé jusqu'à ce qu'ils se sentent suffisamment confiants pour être observés, jusqu'à ce que la performance soit suffisamment améliorée pour que l'exposition semble moins menaçante, jusqu'à ce que l'écart entre ce qu'ils font et ce qu'ils devraient faire soit assez petit pour que le retour ne soit pas trop douloureux à recevoir. Et au moment où ils atteignent ce point, l'approche incorrecte a été pratiquée des centaines ou des milliers de fois. Le mauvais mouvement a été répété jusqu'à ce qu'il semble naturel. Le schéma inefficace a été renforcé jusqu'à ce qu'il soit la réponse automatique. L'idée fausse a été construite jusqu'à ce qu'une structure entière de compréhension repose sur une fondation qui devra être démolie avant que la version correcte puisse être construite. Parce que le retour d'information est le mécanisme par lequel la pratique devient une amélioration plutôt que simplement une répétition de ce que vous faites déjà. Sans retour externe honnête, la pratique consiste juste à faire les mêmes choses répétitivement. Et faire quelque chose incorrectement de façon répétée sans correction externe produit une version hautement pratiquée de l'approche incorrecte, et non pas de la compétence. Une incompétence confiante et profondément ancrée qui est significativement plus difficile à corriger que l'incompétence de niveau débutant qui existait avant toutes ces pratiques. Le concept d'investissement dans la perte de Waitzkin consiste à choisir délibérément le chemin plus difficile. Choisir d'être dans la pièce avec des personnes meilleures que vous plutôt que de pratiquer seulement avec des personnes de votre niveau ou en dessous. Choisir la position où vos faiblesses sont pleinement visibles plutôt que la position où vos forces peuvent être affichées et vos faiblesses cachées. Parce que la pièce où vos faiblesses sont pleinement visibles est la pièce où elles sont traitées. Et la pièce où elles sont traitées est la pièce où l'apprentissage le plus rapide et le plus durable se produit. L'application pratique de ce principe est de chercher un retour d'information avant de se sentir prêt, dès les premières séances avec une nouvelle compétence, auprès de quelqu'un qui sait vraiment à quoi ressemble ce qui est correct et qui peut le distinguer de ce que vous faites actuellement, avec l'intention spécifique de trouver ce qui ne va pas plutôt que de confirmer ce qui va bien, puis d'utiliser ce retour immédiatement plutôt que d'attendre que plus de pratiques rendent la correction naturelle. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou ce que je fais n'est pas juste, je changerai volontiers, car je cherche la vérité par laquelle personne n'a jamais été véritablement blessé. Cherchez la vérité tôt, même quand la vérité est que ce que vous faites actuellement n'est pas juste. Surtout dans le cas, parce qu'un retour précoce est bon marché à mettre en pratique. Un retour tardif est coûteux.
Et la personne qui cherche constamment un retour au netto et agit dessus immédiatement apprend à un rythme complètement différent de celle qui protège son ego pratiquant en privé jusqu'à ce qu'elle se sente prête à être vue. Si vous êtes prêt à chercher un retour au net et à l'utiliser pour accélérer votre croissance, écrivez ceci ci-dessous. Je cherche le retour. J'apprends plus vite. 7. L'apprentissage ne s'arrête pas quand la séance s'arrête. Protégez les heures après l'apprentissage. Josh Waitzkin écrit dans l'art de l'apprentissage sur une pratique qu'il appelle la zone douce. L'idée que la performance de pointe et l'apprentissage de pointe ne viennent pas d'un état de concentration rigide et haletante maintenu sans interruption jusqu'à la fin de la séance, mais d'une qualité de conscience détendue et alerte qui est pleinement engagée sans être tendue. Et qu'après une période d'apprentissage intensif, le cerveau a besoin de traverser exactement ce type de zone douce avant d'être soumis à la prochaine vague d'apports exigeants et concurrents. Parce que l'apprentissage ne s'arrête pas quand l'étude s'arrête. Le cerveau continue à traiter et à consolider les nouvelles informations pendant une période significative après que la session d'apprentissage active est terminée. Les connexions neuronales sont renforcées. Les nouvelles informations sont intégrées avec les structures de connaissances existantes. Les schémas qui rendront les nouvelles informations récupérables à l'avenir sont établis et renforcés. Et ce processus de consolidation étonnamment vulnérable aux interférences des nouvelles informations exigeantes qui arrivent trop rapidement après la session d'apprentissage. Quand un nouveau contenu concurrent arrive immédiatement après une session d'apprentissage, le cerveau est forcé de déplacer ses ressources de traitement limitées vers l'information entrante. La consolidation de ce qui vient d'être appris est interrompue avant de pouvoir se compléter. Le renforcement des nouveaux chemins neuronaux est coupé court. Et le résultat est une rétention significativement plus faible du matériel de cette session que ce qui se serait produit si la période après l'apprentissage avait été protégée des nouvelles demandes concurrentes. Waitzkin décrit ce principe dans le contexte de sa préparation compétitive, où il a découvert que les périodes de récupération entre les séances d'entraînement intensif n'étaient pas du temps vide à remplir avec d'autres activités productives. Elle était une partie essentielle de l'entraînement lui-même. Le temps durant lequel le cerveau effectuait le travail d'intégration et de consolidation qui permettait à la prochaine session d'entraînement de s'appuyer sur une base plus solide qu'elle ne l'aurait fait si la consolidation avait été interrompue. Non pas passif. Essentiel. L'application pratique de ce principe est plus simple que la plupart des gens ne le prévoient et plus efficace que la plupart ne le croient. Protéger la période après une session d'apprentissage, concentrer des nouveaux apports cognitifs exigeants. Non pas en ne faisant rien nécessairement, en faisant quelque chose qui n'est pas en concurrence avec le processus de consolidation, quelque chose de physique, une marche, une activité légère qui engage le corps sans exiger le type de traitement cognitif concentré qui entre en compétition avec le travail de consolidation en cours du cerveau. Quelque chose de peu exigeant qui permet au processus mental commencé pendant la session d'apprentissage de continuer sans perturbation vers son achèvement. Ce seul ajustement à ce qui se passe dans leur après l'apprentissage plutôt que pendant améliore constamment la rétention d'une façon qui semble presque disproportionnée par rapport à la simplicité du changement. L'apprentissage lui-même n'a pas changé. Les interférences avec la consolidation de l'apprentissage ont été réduites. Et cette réduction des interférences a produit une rétention significativement meilleure du même matériel pour la même quantité de temps d'étude. Épictète a dit « Dites d'abord à vous-même ce que vous voulez être, puis faites ce que vous devez faire. » Et ce que vous voulez être, c'est le type d'apprenant qui retient ce qu'il apprend plutôt que celui qui étudie de façon constante et oublie presque aussi constamment. Protéger la période de consolidation après chaque session d'apprentissage est l'une des étapes les plus directes et les plus immédiatement disponibles pour devenir ce type d'apprenant. Cela ne nécessite aucun investissement de temps supplémentaire. Cela nécessite seulement un changement dans ce que vous faites avec le temps qui était déjà là. Personne ne vous a appris comment apprendre. Mais maintenant vous savez. Et savoir change tout. Parce que l'écart entre la personne qui apprend de la bonne façon et celle qui apprend de la mauvaise façon parce que personne ne lui a jamais montré l'autre n'est pas un écart d'intelligence. Ce n'est pas un écart de talent, de dévouement ou du nombre d'heures disponibles dans la journée. C'est un écart de méthode. Et la méthode est entièrement apprise par quiconque est prêt à l'appliquer. 7 principes. Arrêtez de consommer et commencez à construire. Parce que le cerveau construit une véritable capacité par la pratique, non par l'observation. Trouvez les 20% qui produisent 80% des résultats et maîtrisez-les en profondeur avant de passer à autre chose. Embrassez la lutte comme le signal que l'apprentissage réel se produit et restez dans la zone d'inconfort où toute croissance significative se produit vraiment. Utilisez la répétition espacée pour travailler avec le calendrier naturel d'oubli du cerveau plutôt que contre lui, et rendez ce que vous apprenez véritablement permanent plutôt que temporairement familier. Enseignez ce que vous apprenez.
parce que la tentative d'expliquer révèle exactement où la véritable compréhension se termine et où la familiarité superficielle commence. Cherchez un retour netto avant que les mauvais chemins ne soient profondément établis et agissez immédiatement sur ce retour, quel que soit l'inconfort que provoque l'exposition. Et protégez la période après l'apprentissage pour permettre au processus de consolidation de se compléter sans perturbation et de produire la rétention que la session d'apprentissage seule ne peut pas garantir. Josh Waitzkin a passé sa vie à découvrir ce principe par l'expérience directe dans 2 disciplines complètement différentes, puis à articuler ce qu'il a trouvé dans l'art de l'apprentissage. Les stoïciens ont passé leur vie à découvrir les mêmes principes fondamentaux sur un type différent d'apprentissage, celui d'apprendre à vivre véritablement. Les principes sont les mêmes dans les 2 traditions. Faites le vrai travail plutôt que de se préparer indéfiniment à le faire. Embrassez la difficulté plutôt que de la fuir. Cherchez un retour net plutôt que de vous protéger de son inconfort. Protégez les conditions qui permettent une véritable croissance de se produire plutôt que de remplir chaque moment disponible de plus d'apport. Ces 7 principes, appliqués de façon constante et sincère à tout ce que vous voulez apprendre, changeront la vitesse à laquelle vous acquérez une véritable capacité. Pas légèrement, suffisamment significativement pour que cela commence vraiment à sembler injuste par rapport aux personnes autour de vous qui apprennent encore de la façon lente parce que personne ne leur a jamais enseigné la façon rapide. La chose la plus importante maintenant n'est pas de consommer ce que vous venez d'entendre. C'est de l'appliquer à la prochaine chose que vous essayez d'apprendre. En commençant aujourd'hui plutôt que lorsque les conditions sembleront plus prêtes. Parce que le cerveau ne construit pas de nouveaux chemins à partir d'informations sur la façon de construire de nouveaux chemins. Il est construit à partir de la véritable tentative d'utiliser ce qui vient d'être appris dans le processus réel, imparfait et plein de frictions d'une application véritable. Commencez l'application maintenant. Si ceci vous a trouvé au bon moment, laissez la seule chose qui compte en ce moment. J'apprends vite, j'applique encore plus vite. À partir d'aujourd'hui.